Y en a qui collectionnent les scarabées, y en a qui affectionnent les macabées. Il y a des gens qui ont la passion, des orthoptères, des ascensions, des vieilles cafetières, des pipes en terre, des occasions. Il y en a qui collectionnent les assiettes bleues, il y en a qui se passionnent pour le vin vieux. Tous ces gens cherchent sans arrêt l'idéal qui les satisfait. Mais moi, le seul truc qui me plaît, voilà ce que c'est. Je suis un monstre de perversité. Je suis le contraire d'une sœur de charité. Je remplis des mâles, de cœur de mâle. Je m'en régale avec avidité. Je suis le tombeau des passions déchaînées. Ma seule joie, c'est de voir des cœurs saigner. J'arrache les âmes pour en faire des beignets. Je suis un monstre de perversité. Et vous n'avez encore rien vu. Quand j'imagine un homme entre mes mains, Babylone ou Sodome ne sont plus rien. Je le déshabille jusqu'aux doigts de pied. Il ferme les yeux, prêt à spammer. Puis je lui balance un pot de faïence plein d'eau glacée. Je connais des petits masos, des enfants de cœur, qui se flanquent des coups de ciseaux pour se faire peur. Moi, si un jour on me condamnait, je demanderais une glace au geôlier pour voir ma gueule quand le bourreau décapiterait. Je suis un monstre de perversité. Je suis le contraire d'une sœur de charité. Je remplis des mâles, de cœur de mâle. Je m'en régale avec avidité. Je suis le tombeau des passions déchaînées. Ma seule joie, c'est de voir les cœurs saigner. J'arrache les âmes pour en faire des beignets. Je suis un monstre de perversité. Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit. Si comme moi, vous êtes un petit monstre de perversité, vous allez aimer ma lecture car ce soir, je vais vous lire Ernestine de Sade, oui, le marquis de Sade, l'homme qui inventa le sadisme. Alors, vous pouvez réagir sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag VBN. J'espère sincèrement que vous allez bien. Après l'Italie, l'Angleterre et la Russie, peu de pays en Europe me paraissaient aussi curieux que la Suède. Mais si mon imagination s'allumait au désir de voir les contrées célèbres dont sortirent autrefois les Alarics, les Attila, les Théodoriques, tous ces héros enfin qui, suivis d'une foule innombrable de soldats, surent apprécier l'aigle impérieux dont les ailes aspiraient à couvrir le monde et faire trembler les Romains aux portes mêmes de leur capitale. Si d'autre part mon âme brûlait du désir de s'enflammer dans la patrie des Gustave Vasa, des Christine et des Charles XII, tous trois fameux dans un genre bien différent, sans doute, puisque l'un s'illustra par cette philosophie rare et précieuse dans un souverain, par cette prudence estimable qui fait fouler aux pieds les systèmes religieux. Quand ils contrarient et l'autorité du gouvernement à laquelle ils doivent être subordonnés et le bonheur des peuples, unique objet de la législation, la seconde par cette grandeur d'âme qui fait préférer la solitude et les lettres au vain éclat du trône. Et le troisième par ses vertus héroïques qui lui méritèrent à jamais le surnom d'Alexandre. Si tous ces différents objets m'animaient, dis-je, combien ne désirais-je pas avec plus d'ardeur encore d'admirer ce peuple sage, vertueux, sobre et magnanime qu'on peut appeler le modèle du Nord. Ce fut dans cette intention que je partis de Paris le 20 juillet 1774 et après avoir traversé la Hollande, la Westphalie et le Danemark, j'arrivai en Suède vers le milieu de l'année suivante.
Au bout d'un séjour de 3 mois, à Stockholm, mon premier objet de curiosité se porta sur ces fameuses mines dont j'avais tant lu de descriptions et dans lesquelles j'imaginais rencontrer peut-être quelque aventure semblable à celle que nous rapporte l'abbé Prévost dans le premier volume de ses anecdotes. J'y réussis, mais quelle différence! Je me rendis donc d'abord à Uppsala, située sur le fleuve de Fyris qui partage cette ville en deux. Longtemps, la capitale de la Suède, Uppsala, en est encore aujourd'hui la ville la plus importante après Stockholm. Après y avoir séjourné 3 semaines, je me rendis à Falun, ancien berceau des Scythes dont ses habitants de la capitale de la Delakarlie conservent encore les mœurs et le costume. Au sortir de Falun, je gagnai la mine de Taperg, l'une des plus considérables de la Suède. Ces mines, longtemps la plus grande source de l'État, tombèrent bientôt dans la dépendance des Anglais, à cause des dettes contractées par les propriétaires avec cette nation, toujours prête à servir ceux qu'elle imagine pouvoir engloutir un jour, après avoir dérangé leur commerce ou flétri leur puissance au moyen de ces prêts usuaires. Arrivé à Taperg, mon imagination travailla avant que de descendre dans ces souterrains où le luxe et l'avarice de quelques hommes savent en engloutir tant d'autres. Nouvellement revenu d'Italie, je me figurais d'abord que ces carrières devaient ressembler aux catacombes de Rome ou de Naples. Je me trompais, avec beaucoup plus de profondeur, j'y devais trouver une solitude moins effrayante. On m'avait donné à Uppsala un homme fort instruit pour me conduire, cultivant les lettres et les connaissant bien. Heureusement pour moi, Falkenhayn, c'était son nom, parlait on ne saurait mieux l'allemand et l'anglais, seul idiome du Nord par lesquels je puisse correspondre avec lui, au moyen de la première de ces langues que nous préférâmes l'un et l'autre, nous pûmes converser sur tous les objets, et il me devint facile d'apprendre de lui l'anecdote que je vais incessamment rapporter. À l'aide d'un panier et d'une corde, machine disposée de façon à ce que le trajet se fasse sans aucun danger, nous arrivâmes au fond de cette mine. Et nous nous trouvâmes en un instant à 120 toises de la surface du sol. Ce ne fut pas sans étonnement que je vis là des rues, des maisons, des temples, des auberges, du mouvement, des travaux, de la police, des juges, tout ce que peut offrir enfin le bourg le plus civilisé de l'Europe. Après avoir parcouru ces habitations singulières, nous entrâmes dans une taverne, où Falkenhayn obtint de l'hôte tout ce qu'il fallait pour se rafraîchir. D'assez bonne bière, du poisson sec et une sorte de pain suédois fort en usage à la campagne, fait avec les écorces du sapin et du bouleau, mêlé à de la paille, à quelques racines sauvages et pétri avec de la farine d'avoine. En faut-il plus pour satisfaire aux véritables besoins? Le philosophe qui court le monde pour s'instruire doit s'accommoder de tous les mœurs, de toutes les religions, de tous les temps, de tous les climats, de tous les lits, de toutes les nourritures, et laisser au voluptueux indolent de la capitale ses préjugés, son luxe, ce luxe indécent qui, ne contentant jamais les besoins réels, en crée chaque jour de factices aux dépens de la fortune et de la santé. Nous étions sur la fin de notre repas frugal lorsqu'un des ouvriers de la mine, en veste et culotte bleue, le chef couvert d'une mauvaise petite perruque blonde, vint saluer Falkenhayn en suédois. Mon guide ayant répondu en allemand, par politesse pour moi, le prisonnier, car c'en était un, s'entretint aussitôt dans cette langue. Ce malheureux, voyant que le procédé n'avait que moi pour objet, et croyant reconnaître ma patrie, me fit un compliment français qu'il débita très correctement, puis il s'informa de Falkenhayn s'il y avait quelques nouvelles à Stockholm. Il nomma plusieurs personnes de la cour, parla du roi, et tout cela avec une sorte d'aisance et de liberté qui me le firent considérer avec plus d'attention.
Il demanda à Falkenhayn s'il n'imaginait pas qu'il y eût un jour quelque rémission pour lui, à quoi mon conducteur lui répondit d'une façon négative, en lui serrant la main avec affliction. Aussitôt le prisonnier s'éloigna, le chagrin dans les yeux, et sans vouloir rien accepter de nos mets, quelques instances que nous lui en fissions. Un instant après, il revint et demanda à Falkenhayn s'il voulait bien se charger d'une lettre qu'il allait se presser d'écrire. Mon compagnon promit tout et le prisonnier sortit. Dès qu'il fut dehors, « Quel est cet homme » dis-je à Falkenhayn. « Un des premiers gentilshommes de Suède, » me répondit-il. « Vous m'étonnez ? Il est bien heureux d'être ici. Cette tolérance de notre souverain pourrait se comparer à la générosité d'Auguste envers Cinna. Cet homme que vous venez de voir est le comte Oxtiern, l'un des sénateurs les plus contraires au roi dans la Révolution de 1772. Il s'est rendu, depuis que tout est calme, coupable de crimes sans exemple. Dès que les lois l'eurent condamné, le roi, se ressouvenant de la haine qu'il lui avait montrée jadis, le fit venir et lui dit « Comte, mes juges vous livrent à la mort. Vous me proscrivîtes aussi il y a quelques années, c'est ce qui fait que je vous sauve la vie. Je veux vous faire voir que le cœur de celui que vous ne trouviez pas digne du trône n'était pourtant pas sans vertu. » Oxtiern tombe aux pieds de Gustave en versant un torrent de larmes. « Je voudrais qu'il me fût possible de vous sauver tout à fait, dit le prince en le relevant. L'énormité de vos actions ne le permet pas. Je vous envoie aux mines, vous ne serez pas heureux. Mais au moins, vous existerez. Retirez-vous. » On amena Oxtiern en ces lieux. « Vous venez de l'y voir, patron. » Ajouta Falkenhayn, « Il est tard, nous prendrons sa lettre en passant. » « Oui, monsieur, dis-je alors à mon guide, dussions-nous passer 8 jours ici, vous avez trop irrité ma curiosité. Je ne quitte point les entrailles de la terre, que vous ne m'ayez appris le sujet qui y plonge à jamais ce malheureux, quoique criminel, sa figure est intéressante. Il n'a pas 40 ans, cet homme. Je voudrais le voir libre. Il peut redevenir honnête. Honnête, lui? Jamais. Non, jamais. De grâce, monsieur, satisfaites-moi. J'y consens, reprit Falkenhayn. Aussi bien ce délai lui donnera le temps de faire ses dépêches. Faisons-lui dire de ne se point presser et passons dans cette chambre du fond. Nous y serons plus tranquilles qu'au bord de la rue. Je suis pourtant fâchée de vous apprendre ces choses. Elles nuiront au sentiment de pitié que ce scélérat vous inspire. J'aimerais mieux qu'il n'en perdît rien et que vous restassiez dans l'ignorance. Monsieur, dis-je à Falkenhayn, les fautes de l'homme m'apprennent à le connaître. Je ne voyage que pour étudier. Plus il s'est écarté des digues que lui imposent les lois ou la nature, plus son étude est intéressante, et plus il est digne de mon examen et de ma compassion. La vertu n'a besoin que de culte. Sa carrière est celle du bonheur. Elle doit l'être. 1000 bras s'ouvrent pour recevoir ses sectateurs si l'adversité les poursuit. Mais tout le monde abandonne le coupable. On rougit de lui tenir ou de lui donner des larmes. La contagion effraie. Il est proscrit de tous les cœurs. Et on accable par orgueil celui qu'on devrait secourir par humanité. Ou donc peut-être, monsieur, un mortel plus intéressant que celui qui, du fait des grandeurs, est tombé tout à coup dans un abîme de maux, qui, né pour les faveurs de la fortune, n'en éprouve plus que des disgrâces. N'a plus autour de lui que les calamités de l'indigence, et dans son cœur que les pointes acérées du remords ou les serpents du désespoir. Celui-là seul, mon cher, est digne de ma pitié. Et je ne dirais point comme les sots, c'est sa faute, ou comme les cœurs froids qui veulent justifier leur endurcissement, il est trop coupable. Et que m'importe ce qu'il a franchi, ce qu'il a méprisé, ce qu'il a fait. Il est homme, il dut être faible, il est criminel, il est malheureux. Je le plains. Parlez, Falkenhayn, parlez, je brûle de vous entendre, et mon honnête ami prit la parole dans les termes suivants.
vers les premières années de ce siècle, un gentilhomme de la religion romaine et de nation allemande, pour une affaire qui était bien loin de le déshonorer, fut obligé de fuir sa patrie, sachant que, quoique nous ayons abjuré les erreurs du papisme, elles sont néanmoins tolérées dans nos provinces. Il arriva à Stockholm. Jeune et bien fait, aimant le militaire, plein d'ardeur pour la gloire, il plut à Charles XII et eut l'honneur de l'accompagner dans plusieurs de ses expéditions. Il était à la malheureuse affaire de Pultava. Suivit le roi dans sa retraite de Bender, y partagea sa détention chez le Turc et repassa en Suède avec lui. En 1718, lorsque l'État perdit ce héros sous les murs de Frederick Scholl en Norvège, Sanders, c'est le nom du gentilhomme dont je vous parle, avait obtenu le brevet de colonel, et c'est en cette qualité qu'il se retira à Norrköping, ville de commerce située à 15 lieues de Stockholm. Sur le canal qui joint le lac Vätter à la mer Baltique, dans la province d'Ostrogoti. Sanders se maria et eut un fils, que Frédéric Ier et Adolphe Frédéric accueillirent de même. Il s'avança par son propre mérite, obtint le grade de son père et se retira, quoique jeune encore, également à Norrköping, lieu de naissance où il épousa, comme son père, la fille d'un négociant peu riche et qui mourut 12 années après avoir mis au monde Ernestine, qui fait le sujet de cette anecdote. Il y a 3 ans que Sanders pouvait en avoir environ 42, sa fille en avait 16 alors, et passait avec juste raison pour l'une des plus belles créatures qu'on eût encore vues en Suède. Elle était grande, faite à peindre, l'air noble et fier, les plus beaux yeux noirs, les plus vifs, de très grands cheveux de la même couleur, qualité rare dans nos climats, et malgré cela, la peau la plus belle et la plus blanche. On lui trouvait un peu de ressemblance avec la belle comtesse de Spar, l'illustre amie de notre savante Christine, et cela était vrai. La jeune Sanders n'était pas arrivée à l'âge qu'elle avait sans que son cœur eût déjà fait un choix. Mais ayant souvent entendu dire à sa mère combien il était cruel pour une jeune femme qui adore son mari d'en être à tout instant séparée par les devoirs d'un état qui l'enchaîne, tantôt dans une ville et tantôt dans une autre, Ernestine, avec l'approbation de son père, s'était déterminée en faveur du jeune Hermann, de la même religion qu'elle et qui, se destinant au commerce, se formait à cet état dans les comptoirs du sieur Scholz, le plus fameux négociant de Norrköping et l'un des plus riches de la Suède. Hermann était d'une famille de ce même état, mais il avait perdu ses parents fort jeunes et son père, en mourant, l'avait recommandé à Scholz, son ancien associé. Il habitait donc ce logis et, en ayant mérité la confiance par sa sagesse et son assiduité, il était, quoiqu'il n'eût encore que 22 ans, à la tête des fonds et des livres de cette maison lorsque le chef mourut sans enfant. Le jeune Hermann se trouva dès lors sous la dépendance de la veuve, femme arrogante, impérieuse, et qui, malgré toutes les recommandations de son époux relatives à Hermann, paraissait très résolue à se défaire de ce jeune homme s'il ne répondait pas incessamment aux vues qu'elle avait formées sur lui. Hermann, absolument fait pour Ernestine, aussi bel homme pour le moins qu'elle était belle femme, l'adorant autant qu'il en était chéri, pouvait sans doute inspirer de l'amour à la veuve Scholz, femme de 40 ans et très fraîche encore. Mais ayant le cœur engagé, rien de plus simple qu'il ne répondit point à cette prévention de sa patronne, et que, quoiqu'il se doutât de l'amour qu'elle avait pour lui, il affecta prudemment de ne s'en point apercevoir. Cependant, cette passion alarmait Ernestine Sanders. Elle connaissait Madame Scholz pour une femme hardie, entreprenante, d'un caractère jaloux, emportée. Une telle rivale l'inquiétait prodigieusement. Il s'en fallait bien d'ailleurs qu'elle fût pour Hermann un aussi bon parti que la Scholz. Rien de la part du colonel Sanders, quelque chose à la vérité du côté de la mère,
Mais cela pouvait-il se comparer à la fortune considérable que la Scholz pouvait faire à son jeune caissier? Sanders approuvait le choix de sa fille. N'ayant d'autres enfants qu'elle, il l'adorait, et sachant qu'Hermann avait du bien, de l'intelligence, de la conduite, et que de plus il possédait le cœur d'Ernestine, il était loin d'apporter obstacle à un arrangement aussi convenable. Mais la fortune ne veut pas toujours ce qui est bien. Il semble que son plaisir soit de troubler les plus sages projets de l'homme, afin qu'il puisse retirer de cette inconséquence des leçons faites pour lui apprendre à ne jamais compter sur rien dans un monde dont l'instabilité et le désordre sont les lois les plus sûres. Hermann dit un jour à la veuve Schoss, au jeune amant d'Ernestine, « Vous voilà suffisamment formé dans le commerce pour prendre un parti. Les fonds que vos parents vous laissèrent ont par les soins de mon époux et les miens profité plus qu'il ne faut pour vous mettre maintenant à votre aise. Prenez une maison, mon ami. Je veux me retirer bientôt. Nous ferons nos comptes au premier moment. »« À vos ordres, madame, dit Hermann. Vous connaissez ma probité, mon désintéressement. Je suis aussi tranquille sur les fonds que vous avez avec moi que vous devez l'être sur ceux que je régis chez vous. Mais Hermann, n'avez-vous donc aucun projet d'établissement ? Je suis jeune encore, madame. Vous n'en êtes plus encore à convenir à une femme sensée. Je suis certaine qu'il en est dont vous feriez bien sûrement le bonheur. Je veux avoir une fortune plus considérable avant que d'en venir là. Une femme vous aiderait à la faire. Quand je me marierai, je veux qu'elle soit faite afin de n'avoir plus à m'occuper que de mon épouse et de mes enfants. C'est-à-dire qu'il n'est aucune femme que vous ayez distinguée d'une autre. Il en est une dans le monde que je chéris comme ma mère, et mes services sont voués à celle-là, aussi longtemps qu'elle daignera les accepter. Je ne vous parle point de ces sentiments, mon ami, j'en suis reconnaissante, mais ce ne sont pas ceux-là qu'il faut en mariage. Hermann, je vous demande si vous n'avez pas en vue quelque personne avec laquelle vous vouliez partager votre sort. Non, madame. Pourquoi donc êtes-vous toujours chez Sanders? Qu'allez-vous éternellement faire dans la maison de cet homme? Il est militaire, vous êtes commerçant. Voyez les gens de votre état, mon ami, et laissez ceux qui n'en sont pas. Madame sait que je suis catholique, le colonel l'est aussi. Nous nous réunissons pour prier, pour aller ensemble aux chapelles qui nous sont permises. Je n'ai jamais blâmé votre religion, quoique je n'en sois pas, parfaitement convaincue de l'inutilité de toutes ces fadaises. De quelque genre qu'elles puissent être, vous savez, Hermann, que je vous ai toujours laissé très en paix sur cet article. Eh bien, madame, la religion, voilà pourquoi je vais quelquefois chez le colonel. Hermann, il y a une autre cause à ces visites fréquentes, et vous me la cachez. Vous aimez Ernestine, cette petite fille qui, selon moi, n'a ni figure ni esprit, quoique toute la ville en parle comme d'une des merveilles de la Suède. Oui, Hermann, vous l'aimez. Vous l'aimez, vous dis-je, je le sais. Mademoiselle Ernestine Sanders pense bien à moi, je crois, madame. Sa naissance, son état. Savez-vous, madame, que son aïeul, le colonel Sanders, ami de Charles XII, était un très bon gentilhomme de Westphalie? Je le sais. Eh bien, madame, ce parti-là saurait-il donc me convenir? Aussi vous assurais-je, Hermann, qu'il ne vous convient nullement. Il vous faut une femme faite, une femme qui pense à votre fortune et qui la soigne, une femme de mon âge et de mon état, en un mot. Hermann rougit. Il se détourne. Comme dans ce moment, on apportait le thé, la conversation fut interrompue et Hermann, après le déjeuner, va reprendre ses occupations. « Oh, ma chère Ernestine, dit le lendemain Hermann à la jeune Sanders, il n'est que trop vrai que cette cruelle femme a des vues sur moi. Je n'en puis plus douter. Vous connaissez son humeur, sa jalousie, son crédit dans la ville. Ernestine, je crains tout. » Et comme le colonel entrait, les deux amants lui firent part de leur appréhension. Sanders était un ancien militaire, un homme de fort bon sens, qui, ne se souciant pas de se faire des tracasseries dans la ville, et voyant bien que la protection qu'il accordait à Hermann allait attirer contre lui la Scholz et tous les amis de cette femme,
crut devoir conseiller aux jeunes gens de céder aux circonstances, il fit entrevoir à Hermann que la veuve dont il dépendait devenait au fond un bien meilleur parti qu'Ernestine, et qu'à son âge, il devait estimer infiniment plus les richesses que la figure. « Ce n'est pas, mon cher, continua le colonel, que je vous refuse ma fille. Je vous connais, je vous estime, vous avez le cœur de celle que vous adorez. Je consens donc à tout, sans doute, mais je serais désolé de vous avoir préparé des regrets. Vous êtes jeunes tous deux. On ne voit que l'amour à votre âge. On s'imagine qu'il doit nous faire vivre, on se trompe, l'amour languit sans la richesse. Et le choix qu'il a dirigé seul est bientôt suivi de remords. Mon père, dit Ernestine en se jetant aux pieds de Sanders, respectable auteur de mes jours, ne m'enlevez pas l'espérance d'être à mon cher Hermann. Vous me promîtes sa main dès l'enfance. Cette idée fait toute ma joie. Vous ne me l'arracheriez pas sans me causer la mort. Je me suis livrée à cet attachement. Il est si doux de voir ses sentiments approuvés de son père. Hermann trouvera dans l'amour qu'il a pour moi toute la force nécessaire à résister aux séductions de la Scholz. Ô mon père, ne nous abandonnez pas. Relève-toi, ma fille, dit le colonel. Je t'aime, je t'adore. Puisqu'Hermann fait ton bonheur et que vous vous convenez tous deux, rassure-toi, chère fille, tu n'auras jamais d'autre époux. Et dans le fait, il ne doit rien à cette femme. La probité, le zèle d'Hermann l'acquittent du côté de la reconnaissance. Il n'est pas obligé de se sacrifier pour lui plaire. Mais il faudrait tâcher de ne se brouiller avec personne. Monsieur, dit Hermann, en pressant le colonel dans ses bras, vous qui me permettez de vous nommer mon père, que ne vous dois-je pas pour les promesses qui viennent d'émaner de votre cœur? Oui, je mériterais ce que vous faites pour moi. Perpétuellement occupez-vous et de votre chère fille. Les plus doux instants de ma vie s'emploieront à consoler votre vieillesse. Mon père, ne vous inquiétez pas, nous ne nous ferons point d'ennemis. Je n'ai contracté aucun engagement avec la Scholz. En lui rendant ses comptes dans le meilleur ordre, en lui redemandant les miens, que peut-elle dire? Ah, mon ami, tu ne connais pas les individus que tu prétends braver, reprenait le colonel agité d'une sorte d'inquiétude dont il n'était pas le maître. Il n'y a pas une seule espèce de crime qu'une méchante femme ne se permette quand il s'agit de venger ses charmes des dédains d'un amant. Cette malheureuse fera retomber jusque nous sur les traits envenimés de sa rage, et ce seront des cyprès qu'elle nous fera cueillir, Hermann, au lieu des roses que tu espères. Ernestine et celui qu'elle aimait passèrent le reste du jour à tranquilliser Sanders, à détruire ses craintes, à lui promettre le bonheur, à lui en présenter sans cesse les douces images. Rien n'est persuasif comme l'éloquence des amants. Ils ont une logique du cœur qui n'égala jamais celle de l'esprit. Hermann soupa chez ses tendres amis et se retira de bonne heure, l'âme enivrée d'espérance et de joie. Environ 3 mois se passèrent ainsi, sans que la veuve s'expliquât davantage et sans qu'Hermann osât prendre sur lui de proposer une séparation. Le colonel faisait entendre au jeune homme que ces délais n'avaient aucun inconvénient. Ernestine était jeune et son père n'était pas fâché de réunir à la petite dot qu'elle devait avoir la succession d'une certaine veuve Plorman, sa tante, qui demeurait à Stockholm et qui, déjà d'un certain âge, pouvait mourir à chaque instant. Cependant, la Scholz, impatiente et trop adroite pour ne pas démêler l'embarras de son jeune caissier, prit la parole, la première, et lui demanda s'il avait réfléchi sur ce qu'elle lui avait dit la dernière fois qu'ils avaient causé ensemble. Et ce sera la prochaine fois que nous aurons ce dialogue entre la Scholz et Hermann pour savoir ce qui va se passer dans Ernestine de Sade. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vous dis à bientôt pour la suite. Merci.